La deuxième vague d'ambassadeurs avec Jean, Laurent, Michael, Christophe, Hubert. Alors là, on s'attaque à d'autres secteurs, mais comme on le répète souvent de plus en plus dans les secteurs de l'hospitalité et de l'hôtellerie, il y a... attendez, il y a le 5e tabouret qui est là. Ce sont des secteurs autour des métiers avec des couches de services. Et là aussi, c'était une volonté de la part de notre délégation de venir avec des nouveaux métiers, comme la restauration, le coworking, tout ce qui était retail, et aussi une représentation autour du design. Vas-y, Jean, commence. Le CES. Bonsoir à tous. Moi, j'ai un petit groupe de restaurants essentiellement basés à Paris, qui a pour spécificité de faire des restaurants traditionnels, pas très loin d'ici, dans le passage des Panoramas notamment, mais aussi des dark kitchens, c'est-à-dire que ce sont des restaurants uniquement dédiés à la livraison, qui ne reçoivent aucun client en salle, et les ventes ne se font que via les plateformes type Uber Eats, Deliveroo. Et en plus de ça, on fait aussi un peu de conseils en hôtellerie, ou plutôt en F&B, à destination des hôtels. L'expérience CES, pour moi, il y a eu 3 axes. Je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais la première, ça a été les rencontres, le groupe en lui-même. Ça aurait pu ne pas être à Las Vegas, ça aurait été quand même très agréable. J'ai rencontré des gens hyper sympas, qu'on revoit avec plaisir et qu'on continuera à revoir. Vas-y Jean, te laisse pas perturber, c'est minuté. Et ça, c'était déjà le premier point. Au niveau entrepreneurial, c'est hyper agréable de rencontrer des gens qui entreprennent et qui mènent des projets. C'est très intéressant. Deuxième chose, c'était Las Vegas. Donc Las Vegas, c'est quand même quelque chose. C'est les hôtels de 7000 chambres, des restaurants qui font plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Ça apprend, comme tu le disais il y a 2 minutes, l'humilité. Mais on a aussi rencontré des jeunes qui entreprennent là-bas. Il y avait un restaurant, j'ai oublié le nom, qu'on a visité, c'était Partage. Voilà, donc des jeunes Français qui sont installés là-bas, qui ont lancé leur restaurant, qui maintenant marche apparemment bien, c'est le 2e d'ailleurs. Donc on peut aussi entreprendre sans être forcément obligé de mettre un capex délirant dans des hôtels encore plus délirants. 3e chose, le CES. Alors le CES, je dirais que, et sans vouloir offenser le Hub Institute, il y a beaucoup de choses qu'on a vues ici au niveau matériel qui sont des choses finalement qu'on peut voir quand on lit la presse spécialisée. Le seul intérêt, c'est qu'on le voyait de façon hyper concrète, on pouvait toucher les choses. Plus intéressant, ce que j'ai trouvé, c'était toute la partie tendance, et notamment pour ce qui me concerne, toute la robotisation. Nous, dans les dark kitchens notamment, on a une vraie problématique de robotisation de nos cuisines pour essayer de limiter le nombre de gestes, essayer de faciliter le travail des hommes et assurer une qualité assez constante. Alors je crois qu'il y a une vidéo sur le restaurant LG, alors qui est encore hyper... Ça c'est le restaurant totalement digitalisé, machine à café. Là, en fait, on rentre dans un restaurant pensé par LG où tout le service est réalisé par des robots. C'est hyper... c'est pas du tout prêt, mais en tout cas, il y a de l'idée. Vous arrivez, vous êtes accueilli par un robot qui vous amène à votre table. Les cafés sont faits par une machine, la cuisine est faite par une autre. Vous avez le serveur, vous passez votre commande sur une borne. Vous avez un autre robot qui t'amène à ta table. Ça, lui, c'est celui qui vous installe à table. Derrière, il y a un petit robot qui prend votre commande. Puis un robot qui va vous apporter vos plats. Et enfin, il y a un robot qui fait la plonge. Ça semble peu innovant comme ça. Enfin, en tout cas, pour nous, ce serait vraiment une vraie révolution d'imaginer ça. Ce qu'il faut penser, c'est que là, aujourd'hui, c'est pas du tout au point. Mais quand on voit les autres robots qui sont à côté, je ne sais pas si on a une vidéo du robot qui joue au ping-pong. Mais non, après. Voilà, juste après. Dès que tu lâches le micro, c'est après. Il faut que je lâche le micro déjà. Non, je fais vite.
on voit que les robots ont une dextérité de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des gestes hyper complexes qui s'adaptent à l'environnement et qui ne sont plus simplement des robots qui prennent un produit et qui le déplacent. Et quand on mixe ça avec la dextérité de nouveaux robots, on se dit que d'ici peut-être une petite dizaine d'années, il y a beaucoup de métiers pénibles qui seront potentiellement remplacés par ça. Et c'est ça la vraie tendance que j'ai retenue de CES. Merci Jean. À toi, Michael. Le Bonsoir. coworking. Vas-y. Alors moi, je suis Michael, j'ai fondé et je dirige un groupe qui s'appelle Patchwork. On opère des centres de coworking à Paris. On a environ 10 000 m², 6, 7, bientôt 8 immeubles dans Paris. J'étais très heureux, très content de rejoindre cette délégation. On est évidemment partenaire, on est aidé par BPI, aidé par Extindam, et on a été très heureux d'accompagner cette délégation. Ça a été dit, mais j'insiste, je pense qu'il ne faut pas aller au CES tout seul, il faut y aller en délégation, il faut bien choisir. Si vous avez la chance d'être dans l'équipe de Bertrand, c'est super, mais voilà, il faut bien choisir parce que le plus important, c'est pas tant ce que vous voyez, c'est les discussions, la profondeur que vont prendre les discussions que vous allez avoir entre les stands, dans les voitures, entre les différentes visites, parce que les questions qui vont être posées, les réflexions qui vont avoir lieu, elles vont donner un peu de profondeur. Je vais donner quelques exemples sur cette histoire de viande végétale. Évidemment, on a des restaurateurs avec nous, et donc on s'est posé la question, tandis que nous déjeunions, cette histoire de faim de viande, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et alors bon, si moi je vais tout seul au CES, que je mange ce burger là végétal, bon, bah, je vais avoir cette idée là dans la tête, je vais me dire bon, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que ça arrive? Alors que dans la délégation, il y en a qui nous disent mais complètement, oui c'est vrai, on s'y prépare, il y a des cuisiniers qui sont formés pour créer des substituts, ça fait partie des enseignements qu'on donne aujourd'hui dans les écoles de cuisine. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut pas deviner quand on va au CES comme ça. Il faut y aller en délégation, il faut bien choisir. On a derrière nous quelques photos. Par exemple, ça, et je remercie Bruno, grâce à qui aussi on a eu quelques belles visites. Là, vous avez le prochain stade des Raiders. Bon, alors, on ne le voit pas bien comme ça, mais c'est un stade qui doit faire peut-être une fois et demie le Stade de France, qui a une capacité d'accueil de 100 000 personnes. Je dis ça de tête. Bon. Et c'est le premier grand stade de Las Vegas. Il leur manquait des grandes salles à Las Vegas. Céline Dion aurait adoré chanter ici. Elle reviendra sûrement. Mais donc les Raiders de San Francisco, l'équipe de football américain, va être transférée à Las Vegas pour ce stade. C'est un projet titanesque. Et ça participe de ce dont on a entendu parler là plusieurs fois. Cette humilité qu'il faut avoir quand on arrive à Las Vegas. On croit qu'on connaît les États-Unis, on croit qu'on connaît la culture, les idées, les entreprises. Et puis on arrive à Las Vegas et puis on prend une vraie gifle parce qu'à chaque coin de rue, il y a un projet titanesque qui démarre, qui se déroule. Je pense qu'on va entendre parler d'autres, notamment Topgolf. Voilà, mais c'était ce que je voulais vous dire sans répéter ce qui a déjà été dit. Voilà, merci beaucoup. Merci Mickaël. Laurent, on va commencer par Christophe, je suis désolé, mais tu veux Laurent, c'est ça? C'est Laurent d'abord. Ouais, moi j'ai mes fiches, c'est ça Laurent marche. d'abord. Ça marche? Oui, ça marche. Bonsoir à tous, je suis Laurent Boissonnat. Je dirige un petit groupe dans la vocation et le tourisme et les loisirs sportifs, et en particulier dans le domaine du golf. Donc nous avons des hôtels, des restaurants, mais nous sommes exploitants de parcours de golf. On fait 60% de nos chiffres d'affaires avec l'exploitation de parcours de golf, et je vous le confirme, le golf est bien un business. C'est une industrie qui génère directement et indirectement 1,5 milliard de chiffre d'affaires, qui pèse plus de 15 000 emplois. Et Laurent, être modeste, c'est quand même il est la structure leader sur ce secteur-là, donc pour un petit secteur. Non, mais au royaume des aveugles, les blancs sont rois. Okay. Vous l'avez compris, il y avait dans ce voyage qui était formidablement bien organisé par Extindam et BPI France avec l'aide de Bruno et de plein d'autres. En fait, deux aspects. Il y avait un aspect qui était la découverte de Las Vegas et les coulisses de Las Vegas, à travers des visites d'hôtels, de restaurants, des rencontres avec des managers, etc. Et puis évidemment la visite du CES. Moi, j'étais jamais allé à Las Vegas, et sans être redondant avec tout ce qui a été dit en matière de démesure, j'ai été frappé
et même assez stupéfait, émerveillé par ce qu'était Las Vegas et par la manière dont a évolué Las Vegas, en tout cas tel que je l'ai compris. D'abord, il y a des destins absolument incroyables. J'ai une petite pensée pour Grégory Chauchon, qui était chef de projet chez Barrière à Enghien, au casino d'Enghien, et qui est maintenant le patron de WSOP, les World Series of Poker, qui est employé par MGM, un des deux très gros acteurs, MGM et Caesar, qui sont les deux gros, c'est peut-être Caesar d'ailleurs, enfin peu importe, et qui gère le business de tous les tournois de poker à Las Vegas. Et Grégory était client chez moi à Seignos, donc c'était quelqu'un que j'avais déjà croisé par ailleurs. Seignos, c'est un no-golf à côté d'Osgore, dans les Landes. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et puis de voir aussi la manière dont Las Vegas, qui finalement s'est développé sur un opportunisme fiscal, puisque le Nevada permettait de jouer contrairement aux autres États américains. Donc Las Vegas a été connu par le casino. Donc dans l'inconscient collectif, pour beaucoup, Las Vegas, c'était les casinos. Et aujourd'hui, Las Vegas, c'est 1 million d'autres choses que le casino. Et c'est devenu une vraie plateforme d'entertainment dont le but est évidemment d'attirer un maximum de gens, 40 millions de personnes par an, Bertrand l'a rappelé, et de les faire rester le plus longtemps possible, de consommer un maximum de produits et de les faire dépenser le plus d'argent possible. Donc voilà, le stade des Raiders, des salles de concert, des DJ, Kygo, DJ résident au Wind, Calvin Harris au Bellagio, Céline Dion. Je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'on parlait de Céline Dion à Las Vegas. Donc ça, c'est un business, ça, sans faire de mauvaises comparaisons, dans nos métiers à nous d'hospitalité où il faut animer des sites, évidemment qui n'ont rien à voir avec Las Vegas, c'est un vrai enjeu non seulement de les faire venir, mais de les faire garder, de faire venir leur communauté et de les faire dépenser le plus possible dans un maximum de services différents qu'on a à créer. Donc j'ai trouvé que c'était assez marrant. Top Golf est un de ces exemples d'activité, d'hospitalité et d'entertainment qui fait qu'on a envie d'y rester. Le golf, la moitié du marché mondial de golf est aux États-Unis. Le golf n'a pas une très bonne image en monde 3.0, c'est un peu poussiéreux. Il faut son blazer, sa cravate, être très riche avec des liasses de dollars dans les poches et un gros cigare si on veut jouer. C'est totalement faux, mais c'est encore un peu l'image que ça a gardé dans l'inconscient collectif. C'est un petit peu différent dans les pays anglo-saxons. Et les Américains, enfin c'est des Anglais en fait, mais qui ont développé des concepts, un concept très innovant qui cartonne et qui a autant de clients que l'industrie du golf traditionnelle entière aux États-Unis, c'est-à-dire plus de 15 millions, et qui en fait ressemble à un bowling, si on peut lancer le film, que je pourrais si tu as prévu de le faire Bertrand, comme ça je pourrais le commenter. En gros c'est le bowling, donc les quilles c'est les grandes cibles que vous voyez, il faut envoyer sa balle dedans, et autour de ça il y a des restaurants, des salles de concert, il y a plein de manières de le jouer. Et en fait, il y a les 3/4 des gens qui viennent là, qui n'ont jamais joué au golf de leur vie et qui se foutent complètement de savoir de jouer au golf. Ce qui compte, c'est de passer un bon moment et de s'éclater entre copains autour d'une bière et de quelques burgers. Voilà. Et évidemment, il y en a 50 aux États-Unis, 60 dans le monde, des centres comme ça. Ça coûte entre 25 et 50 millions d'euros à sortir, de dollars à sortir. Le plus grand des États-Unis est à Las Vegas. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui m'a touché et qui était pas inintéressant, qui était même passionnant, pardon. La deuxième chose, pour terminer, et là je vais être d'une banalité absolue, qui m'a marqué, en tout cas qui a été une révélation pour moi, c'est que j'ai enfin compris ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc ça, je passe sur la partie CES. Il y a un cours de rattrapage ce soir pour... Ouais, alors là, j'ai peut-être 2 ans de retard. Je n'ai pas hiberné 20 ans comme toi, mais voilà. Alors ça, c'est un truc qui m'a absolument fasciné, qui est la démonstration de Google Duplex, qui n'est pas un truc qui date d'il y a 3 semaines. On sait tous ce que c'est que donner de la data à des objets par la voix ou par SMS. On sait tous ce que c'est que des objets qui sont connectés. On connecte tous son WhatsApp son téléphone à sa voiture ou à ses enceintes.
Mais la capacité qu'ont ces objets à retranscrire les données que vous leur donnez en actions intelligentes, voilà, ça c'est... Il le dit mieux que moi, il n'est pas patron de Google pour rien. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. À droite, c'est le vrai salon. Ouais. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking Ça, for c'est something Google. on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Alors, juste un commentaire. Vous voyez qu'il y a une interaction et que Google répond de manière intelligente sur des répliques qui n'étaient pas prévues. Et là, Google, il est connecté à Google Calendar que utilise la personne enfin la dénommée Lisa, et donc il va chercher l'info pour donner les créneaux de dispo. Voilà. J'aurais plein d'autres choses à raconter. On a parlé de la viande, mais ça a déjà été évoqué, donc je m'arrête là. Bon, merci Laurent. Christophe, maintenant nos experts du retail et du design. Bonsoir à tous. Donc moi je suis venu parce que Bertrand, qui est un très bon copain et un ex-associé, m'a proposé de venir. Moi j'adore Las Vegas. Attends, excuse-moi, on était associés avec la BPI. Mais tu me l'as déjà faite. Et donc je ne sais pas combien d'entre vous ici rêvent ou rêveraient d'aller à Las Vegas parce que vous avez vu la ville dans Le Parrain ou Ocean Eleven, etc. Je ne pense pas beaucoup. Moi, c'est pour ça que j'y suis allé. Donc, je veux dire que ce n'est pas la meilleure approche là-dessus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ayant été entrepreneur pendant quasi 20 ans, donc j'ai commencé assez jeune, j'ai eu 2 sociétés, et la deuxième que j'ai pu heureusement financer avec Bertrand et avec BPI France, c'est qu'on a revendu avec mon épouse au groupe L'Oréal. Donc c'était une maison de parfum, et on a notamment été, je dirais, apprécié pour notre expérience retail. Donc moi je suis plutôt dans l'expérience humaine, retail, et ça fait 3 ans. Et depuis 3 ans, en fait, je travaille avec plein d'entrepreneurs. Je suis en train de me former pour devenir naturopathe. Donc j'y suis allé parce que j'étais intéressé par le retail, par la santé, par la nouvelle alimentation, par les nouvelles technologies, par l'automobile. Donc moi j'y suis vraiment allé avec un œil très complet sur ce que doit être le monde de demain qui est déjà là aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est que en fait, c'est le salon à faire. J'ai personne aujourd'hui qui a réussi à me convaincre qu'il y avait vraiment un autre salon, même spécialisé, qui était plus intéressant que le CES de Las Vegas. Et quand en plus, on arrive à le faire avec un groupe d'entrepreneurs génial, c'est tellement riche. Et voilà, en tant que futur naturopathe, je travaille énormément sur l'énergie que doivent avoir les patrons, les entrepreneurs. Et là, en 1 semaine, en 5 jours, donc là, en fait, vu que tout le monde a tout dit, mon rôle, c'est plutôt de vendre les places. Et il n'y en a pas beaucoup pour l'an prochain, parce qu'on veut tous revenir. On a tous envie de revenir. Donc là, maintenant, on est en train de négocier avec Bertrand, BPI France, pour qu'ils augmentent le nombre de places, pour que vous, si vous avez envie, puissiez venir. Et c'est vraiment extraordinaire d'aller là-bas, surtout en janvier, parce que c'est souvent un mois compliqué, je trouve. Là particulièrement, mais c'est sûr que c'est jamais simple de démarrer cette année, après les fêtes, après voilà, il y a les bilans, etc. Je pense qu'on a tous vécu ça, sauf ceux qui ont leurs exercices fiscaux au 30 juin, ça c'est une très bonne idée. Et en même temps,
Je trouve que c'est pas trop la réalité. L'année, elle se termine quand même le 31 décembre. Donc là, vous partez. C'était le 6 qu'on est parti. On est parti Le le 5, on est parti le lundi matin, on était de retour le samedi. Voilà, Voilà. super efficace. 3 jours sur place. 5 jours, on a pu quand même passer le week-end à Paris avec nos familles, etc. Il y a eu un avion. Il y a plein d'avions directs qui sont affrétés parce que Vegas, c'est pas direct. Ça, c'est un souci d'ailleurs la plupart du temps. Et moi, j'aimerais juste montrer ce dont on a déjà un petit peu parlé avec l'Institut, c'est l'innovation sur la production d'eau à partir de l'atmosphère. La Donc, vidéo, elle dure 6 voilà. minutes. Non, on passe pas 6 minutes. Non, mais juste les images, c'est bien. Antoine. Oui, vous pouvez passer la vidéo, mais sans le son, comme ça je vais parler dessus. Donc là, c'est une boîte américaine basée en Arizona. Et donc effectivement, les applications sont énormes. Moi, j'ai donc une famille de 5 enfants, donc on est 7 dans la famille. Il nous faut à peu près donc 10 litres d'eau par jour pour survivre. Cette machine-là, qui vaut $4000, elle produit 10 litres d'eau à partir de l'atmosphère, qu'il soit très pollué ou pas, parce que ça, c'est des questions que j'ai bien posées. Ça vous amène une eau qui est plus pure que, bien sûr, l'eau du robinet, et qui est souvent bien meilleure que les eaux minérales. Donc ça se rapproche de l'eau de source. L'eau de source, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Je ne veux pas être trop pessimiste, là, mais juste réaliste. Et ça, donc voilà, vous avez un panneau solaire qui pollue pas, qui utilise l'énergie solaire et qui produit 10 litres d'eau par jour à partir de l'air ambiant. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir à Las Vegas. La boîte, elle a déjà levé $50 millions. Et juste pour la petite histoire, c'est rigolo, mais je suis en train de discuter avec eux pour être potentiellement leur distributeur en France. Je ne sais pas si je le ferai, parce que j'ai plein de trucs, trop de trucs à faire en ce moment, mais j'ai trouvé ça dingue, quoi. Voilà. Et il faut vraiment aller là-bas pour voir ça, plus plein d'autres choses. Encadré, je le répète, comme les autres, il faut être encadré parce que c'est juste gigantesque. C'est comme si vous allez à Vegas pour la première fois, pas guidé pendant 5 jours. Il y a trop de choses à faire. Voilà, et ça peut aussi mal finir. Donc je vous recommande vraiment de... Voilà. En l'occurrence, ça s'est très très bien terminé. On est vraiment devenus, je pense, pas mal d'entre nous des amis, entrepreneurs. Il y a quand même une belle émulation psychologique, en termes d'énergie. Donc je recommande fortement. Merci Christophe. Hubert, la touche design. La couche de service design sur notre secteur. Bonsoir. La touche design. Qui tu es d'abord? En 15 secondes, hein. Attention. Je m'appelle Hubert de Malherbe et en fait je dirige une agence de design. C'est à peu près 170 personnes, peut-être un peu plus, à Paris, à Shanghai et à Hong Kong. Nous on voit vraiment de la créa, vraiment une agence de création. Et la création, elle s'accélère d'une manière inouïe dans ce monde qui est en mutation totale. Tous les business models, c'est complètement dingue. La vague, vous voyez, elle se creuse. Il y a un swell de dingue et la pente, c'est fou. Non, vraiment, je vois là, complètement dingue. Et vous allez là-bas et vous vous rendez compte qu'en fait, vous voyez qu'un tout petit morceau de la vague qui est inouï. Combien ? 175 000 exposants. Des gens dans tous les sens qui parlent d'une manière très ouverte de plein de choses très différentes. Je ne sais plus qui disait, des grands groupes, des toutes petites start-up qui sont juste là pour lever de l'argent. C'est fabuleux. Et dans ma position, avec ces différentes personnes, ces 170 personnes qui sont en très grande majorité des créas, c'est mon rôle de me nourrir de cette créativité sur cette planète qui est fabuleuse. Moi, je viens du XXe siècle. L'horreur. Ce qu'on a fait de mal, c'était inouï. Et là, on est dans ce siècle qui parle d'environnement, d'innovation, de choses fabuleuses. C'est génial. Allez-y. Le premier point. Le deuxième point... On a 10. Hein. Oh, ça va, ça va. En plus, je suis en dernier, comme quoi, vous voyez, encore les métiers de création, vous voyez comment ils sont considérés. Ouais, essaye. Alors, donc... des petits trucs qu'on découvre. J'ai présenté la semaine dernière un projet pour de l'aviation d'affaires où en fait on a détourné, vous savez, ces capteurs de somnolence qu'on a dans certaines automobiles. En fait, nous on l'a appliqué pour éteindre des écrans dans des avions d'affaires, pour pas gêner les autres personnes qui, elles, essayent de s'endormir autour. Petits détails comme ça, parce qu'on fait des métiers qui sont hyper précis. Et puis, je me disais, vous savez, dans nos métiers, on fait beaucoup d'architecture commerciale, on traverse de très gros projets internationaux.
où en fait, évidemment, le retail est en train de bouger, de sortir de la transaction, que fait très bien l'e-commerce, par exemple, et va vers l'expérience. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je me développe, qu'on trouve des trucs autour de l'hospitality, parce que là, on consomme vachement bien. C'est le mix use, le fameux mix use, qui est beaucoup plus d'ailleurs développé en Asie. Et là, Bertrand m'a dit, tu sais, il y a tous ces gens, et je me suis dit, je vais voir des gens faire du business. Et en fait, c'était vraiment des potes. C'est ça qui était génial, c'est qu'on s'est marré, c'était hyper sympa. On fait beaucoup de choses, on court partout, et souvent on se rend compte qu'on rencontre les gens que ponctuellement sur un truc. Là, on a passé une semaine ensemble, c'était génial, vraiment, formidable, trop cool, vraiment, vraiment génial. Juste pour finir, on a un bureau à Shanghai et à Hong Kong. Le 23 mars, on a signé, on démarre un bureau à New York. Et clairement, ça s'est fait grâce à ce garçon-là. Vous voyez, c'est un truc qui va être très important dans la vie de l'agence dans ces prochaines années. Merci. Bon, merci. Merci à vous. Merci pour ces témoignages. Yeah.